numéro de l'histoire des Juifs de France sur Radio J. Ce matin, toujours en compagnie de Christophe Dard. Nous avons évoqué précédemment les grands rabbins de France au 19e siècle. Et pour ce nouveau numéro, nous allons rester au même siècle et faire plus précisément connaissance avec les présidents du consistoire central. Napoléon, l'institution créée par décret impérial le 15 mars 1808 par Napoléon Ier, donc à l'issue de l'Assemblée des notables et du Grand Sanhédrin, est chargé d'administrer ce que l'on appelle alors le culte israélite en France, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les catholiques et les protestants. Christophe, avant de faire la liste des présidents du consistoire central, il faut rappeler que pour la première fois dans l'histoire européenne, le judaïsme est reconnu comme religion. En effet, une synagogue et un consistoire établis dans chaque département où résident au moins 2000 Israélites. À la tête de chaque consistoire, un grand rabbin assisté de laïcs est chargé de l'instruction religieuse des fidèles. Voilà donc un petit peu le décor de ce consistoire central qui est installé officiellement le 10 novembre 1808 par le préfet de la Seine. Il existe alors déjà dès cette époque 7 consistoires régionaux à Paris, à Marseille, à Bordeaux ou encore à Metz, Nancy, Strasbourg et Winsenheim également en Alsace. Liste que je vous donne et qui n'a rien de surprenant puisqu'on sait que c'est en Alsace et en Lorraine que l'on compte alors de loin le plus de juifs à l'époque en France. Et le consistoire central siège à Paris. Il est chargé d'aider et de surveiller les circonscriptions ainsi que d'assumer le bon fonctionnement du rabbinat. En clair, il s'agit d'administrer la population juive. Oui, c'est exactement ça. La deuxième fonction qui est aussi de régénérer la population juive. Alors, c'est ce qu'on disait évidemment à l'époque. Ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, le même sens négatif. En fait, il s'agissait surtout de veiller à la scolarisation des enfants et puis à l'apprentissage d'un certain nombre de métiers, notamment l'agriculture. Et puis l'autre fonction aussi est de veiller donc au sein du consistoire à ce que les rabbins respectent bien les décisions du Grand Sanhédrin et interdisent les rassemblements de prières non autorisés. Les membres du consistoire donnent des patentes aux commerçants aussi qui se tiennent bien, doivent recenser les juifs indigents, ceux nouvellement installés dans une région et faire tous les ans aussi la liste des conscrits. Bref, vous le voyez, le consistoire a vraiment de quoi s'occuper. Le premier président du consistoire central est David Sinsheim, par ailleurs premier grand rabbin de France. On a déjà parlé de lui dans cette chronique. Il est notamment assisté du premier grand rabbin de Paris, un juif venu de Lorraine, Michel Seligman, et de plusieurs laïcs, dont le fils de Cerbère, préposé général de la nation juive avant la Révolution française, fondateur de la yeshiva de Bischheim et qui avait obtenu l'abrogation du péage corporel qui empêchait alors les juifs de se rendre à Strasbourg. Et oui, vous voyez, on retrouve effectivement certains personnages déjà familiers de cette chronique. À la mort d'ailleurs de Sinsheim en 1812, c'est Abraham Vita de Colonia, dont on a aussi déjà parlé, qui devient président du consistoire central israélite de France, en même temps qu'il devient un grand rabbin de France. Il faut savoir que malgré la chute du régime de Napoléon Bonaparte en 1814 dans un premier temps, puis en 1815 après la débâcle de Waterloo, l'organisation consistoriale évidemment aurait pu disparaître. Non, en fait elle va être maintenue avec la garantie même de la liberté des cultes. Abraham Vita de Colonia cède sa place en 1826 et tandis que Emmanuel Deutz devient à son tour grand rabbin, c'est un certain Orly Worms de Romilly qui devient président du consistoire israélite. Orly Worms de Romilly est un profil atypique, on peut le dire, par rapport à ses prédécesseurs, car il n'est pas rabbin. Né en 1759 à Sarre-Louis, situé aujourd'hui en Allemagne, c'est un banquier parisien et il a été adjoint au maire du 5e arrondissement de la capitale. Oui, on dirait effectivement dans la terminologie de l'époque que c'est un bourgeois qui a pris part à la fondation de la Caisse des comptes courants en 1796, qui a aussi été membre du collège électoral de la Seine à partir de 1807. C'est donc pas quelqu'un de jeune lorsqu'il accède au grand consistoire, à la tête du consistoire, sous le règne de Louis-Philippe à partir de 1830, puisque donc c'est les années où Orly Worms de Romilly est à la tête du consistoire. C'est une avancée majeure qui est alors obtenue avec le versement des traitements aux ministres du culte israélite. On peut dire donc qu'à ce moment-là, le judaïsme devient enfin en France l'égal des autres religions. Les rabbins sont alors des fonctionnaires salariés par l'État. Orly Worms de Romilly, dont malheureusement c'est assez peu de choses. Hélas, on n'a d'ailleurs même pas de portrait, pour le décrire, va rester président du consistoire pendant 17 ans. Mais par contre, c'est lui qui avait acquis le fameux château de Romilly. Voilà, dans l'Aube. Donc d'où le nom, voilà exactement. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur ce personnage. Eh bien, grâce à vous, on le connaît à présent. Alors en 1843, l'avocat Adolphe Crémieux, membre depuis 1831 du consistoire, succède à Worms de Romilly. Il est alors député d'Indre-et-Loire et depuis plusieurs années, il se bat pour obtenir l'abolition du serment mort judaïco, cette obligation discriminatoire, on le rappelle, qui oblige les juifs à prêter serment en justice à la synagogue. En 1840, lors de l'affaire de Damas, où des juifs
juifs sont accusés de crimes rituels, Crémieux s'était rendu auprès du vice-roi d'Égypte pour obtenir la libération des juifs de Damas emprisonnés. Et oui, contrairement à Orly Worms de Romilly, effectivement, Adolphe Crémieux est beaucoup mieux connu et surtout, effectivement, lorsqu'il accède au consistoire à la présidence, il y a déjà derrière lui une carrière importante. Ce serait vraiment aujourd'hui une personnalité sans doute très médiatique. Pourtant, Adolphe Crémieux va démissionner au bout de 2 ans de son poste. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être en raison de divergences. En tout cas, c'est une période où beaucoup de choses se passent au sein du consistoire. Par exemple, par l'ordonnance du 25 mai 1844, ses pouvoirs sont renforcés. Le grand rabbin du consistoire central conserve ses prérogatives et les laïcs sont davantage représentés. C'est ce que souhaitait d'ailleurs Crémieux et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'après il est parti suite à des conflits, à des divergences. Et puis ça bouge aussi en Algérie. Vous le savez, on est en pleine conquête de l'Algérie à ce moment-là. D'ailleurs, on compte à ce moment-là environ 26 000 juifs et l'ordonnance royale du 9 novembre 1845 permet la création de 3 consistoires départementaux à Alger, Constantine et Oran sur le même modèle que les consistoires métropolitains. On peut dire qu'un judaïsme à la française s'impose aux juifs d'Algérie. Pas facile quand même à mettre en place. Alors en 1846, Christophe, le député du Bas-Rhin, Max Théodore Cerber, devient à son tour président du consistoire central israélite. C'est un militaire aguerri qui a connu une longue carrière. Il a commencé à servir sous l'Empire comme sous-lieutenant d'infanterie jusqu'à devenir colonel et chef de cabinet du ministre de la Guerre en 1839. Oui, une belle ascension de carrière militaire en l'espace de 30 ans. D'ailleurs, les photos de lui, les portraits de lui plutôt, les photographies le montrent effectivement toujours en habit militaire et preuve de sa notoriété à l'époque incomparable d'ailleurs à celle d'un Crémieux puisqu'il est même pressenti pour devenir le chef de la future organisation chargée de protéger les juifs du monde entier après l'affaire de Damas en 1840 et qui sera les prémices, on en a parlé, de la future Alliance israélite universelle. Il a été réélu député en 1846, il le sera jusqu'en 1848, année donc où Max Théodore Cerber dépose un projet de loi pour demander la constitution d'un corps des officiers de santé dans l'armée. Il est donc toujours évidemment très à cheval sur les questions militaires et c'est durant sa présidence donc du consistoire, longue tout de même de 25 ans, que la communauté juive va s'agrandir. Et par conséquent, compte tenu de cette augmentation démographique, de nouveaux consistoires départementaux font leur apparition sous le Second Empire. En 1857, un consistoire départemental est fixé à Bayonne et à Lyon. En 7 ans, des postes rabbiniques aussi sont ouverts à Saint-Étienne, Châlons, Toul, Besançon, Versailles. Il y a quelques chiffres qui sont assez parlants quand même de cet essor à l'époque, puisque à la veille de la guerre de 1870, le budget du culte juif est de 214 000 francs. L'État rémunère 10 grands rabbins, 57 rabbins, 63 ministres officiants et verse plus de 26 000 francs d'indemnité au consistoire, dont 9 sont donc départementaux et 3 situés en Algérie. À noter pour l'anecdote que si Max Théodore Cerber est ce militaire pur et dur qui peut sembler comme ça austère, c'est aussi un homme passionné d'art qui a notamment administré le théâtre du Gymnase à Paris. En 1873, le baron Alphonse de Rothschild est nommé nouveau président du consistoire central israélite de France, régent de la Banque de France. Il est un peu l'argentier du pays à cette époque, en fait. À la mort de son père, le grand baron James de Rothschild, en 1868, ses actifs sont estimés à environ 10 milliards de francs. Et c'est même Alphonse de Rothschild qui œuvre à faire réduire l'indemnité de guerre exigée par l'Allemagne à la France après la défaite de 1870. Avec sa famille répartie un peu partout en France, il permet à la France d'emprunter des millions. Il investit aussi dans les chemins de fer, s'intéresse de près à l'art, achète des tableaux qui enrichissent son impressionnante collection, notamment au château de Ferrières dans le Loiret, au sud de Paris, qui appartenait à son père. Il est membre du comité de l'exposition universelle de 1867, élu à l'Académie des Beaux-Arts. Bref, Alphonse de Rothschild est partout. Il est très riche et d'ailleurs cela lui vaut des caricatures et d'être vilipendé dans la presse pour sa richesse. Il est aussi très investi donc dans sa mission au consistoire et d'ailleurs avec la perte de l'Alsace et de la Moselle en 1871, les Juifs vont s'installer dans de nouveaux endroits, de nouveaux consistoires départementaux vont être créés à Lille en 1876 ou encore à Besançon et même à Épinal dans les Vosges en 1896. Alphonse de Rothschild meurt en 1905 et c'est son fils Édouard qui reprend donc les rênes du consistoire et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans le détail. Merci beaucoup Christophe Dard pour cet épisode consacré au président du consistoire au 19e siècle et donc à très bientôt pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France sur Radio.